réponse, enfin. Appelez une ambulance, vite. Adapté d'un roman britannique écrit par Peter Van Greenaway qui fut publié en 1973 sous le titre anglais The Medusa Touch, que gardera le film en VO d'ailleurs, et non traduit en France sur 255 pages. Pourquoi est-il venu vous voir? J'ai le don de causer les désastres. Van Greenaway est un ancien avocat qui va s'éteindre en 1988, spécialisé dans des romans qui prônaient une volonté désespérée de combattre la violence, voire toute cruauté dont les grandes institutions sont responsables. Il écrira donc de nombreux livres d'horreur ou de thrillers. Il utilise souvent des solutions extrêmes pour finir ses livres et ses bouquins sont empreints d'un pessimisme absolu avec un fond de nucléaire parfois sur Londres ou des thrillers axés sur la politique comme Crucified City ou Graffiti. Et vous êtes ici pour me demander de confirmer ce don ou de vous aider à vous en débarrasser, monsieur Morlard? C'est le scénariste John Brierley qui va adapter le livre, connu pour ses scénars comme le Gandhi ou le Cry Freedom de Richard Attenborough, et qui va remporter un Oscar pour le premier. Et moi, c'est un inspecteur anglais que je croyais recevoir. Eh bien, à Paris, en ce moment, un Français doit se trouver devant cet Anglais que vous attendiez. L'inspecteur Brunel, un policier français exerçant temporairement à Londres, est désigné pour enquêter sur le meurtre du romancier John Morlard. Tandis qu'ils examinent le lieu du crime, les policiers découvrent que la victime est toujours en vie, en dépit de graves blessures. Morlard est conduit à l'hôpital où il est maintenu en vie avec une activité cérébrale à peine perceptible. Hôpital en pleine folie puisqu'un avion s'étant écrasé le soir même, nous allons apprendre pourquoi et comment plus tard. Avec l'aide du journal de Morlard ainsi que de sa psychiatre, le docteur Zonfeld, Brunel reconstitue le passé de Morlard rempli d'inexplicables catastrophes, incluant la mort brutale de plusieurs de ses proches qu'il n'appréciait pas ou peu et qui l'avaient souvent offensé. Oh, depuis que j'ai eu cet enfant. John, viens ici aider ta mère. Morlard se révèle être un médium avec de formidables pouvoirs télékinésiques. Alors que son état semble s'améliorer à la grande stupéfaction des médecins, Brunel va découvrir bientôt que, dégoûté du monde qui l'entoure et totalement misanthrope, Morlard est responsable de 2 accidents récents, l'écrasement du fameux avion en ligne en plein cœur de Londres et la perte d'un équipage d'astronautes américains. C'est sous la production de Sir Lou Grade et de son studio ITC que le film sera mis en place. À la télévision, Sir Lou Grade va nous donner Les Sentinelles de l'air, Le Prisonnier, Le Muppet Show, Destination Danger, Le Saint, Amicalement Vôtre ou encore Cosmos 1999 et tant d'autres. Bref, il m'aura bien fait rêver enfant. Et regardez ça, c'est ce qu'on peut appeler un miracle. C'est l'électroencéphalogramme, le cerveau. Il va être aidé ici par un jeune Arnon Milchan, jeune producteur qui finira avec plus de 130 films en production tout au long de sa carrière, dont Il était une fois en Amérique, Brasil, Légende, Pretty Woman, JFK, Hit, Fight Club et une tétrachie d'autres grands films. Je crois qu'ils vont perdre le contact radio. Un film qui va s'ouvrir d'ailleurs sur le beau tableau d'Edward Munch, Le Cri, symbole même de toutes les angoisses que ressent l'écrivain tueur, qui va se faire agresser dès le départ et dont le générique va défiler sur une image de la Méduse, créée pour se battre avec les dieux. Elle est pas belle, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était un monstre créé pour se battre avec les dieux. Elle était là pour changer les gens en pierre, pas pour être belle. Elle a le pouvoir de pétrifier par le regard ce fameux mauvais œil, alors que Morlard, lui, tue avec ses 2. Je crois savoir ce qui s'est passé ensuite. C'est Jack Gold qui est à la barre pour réaliser le film qui ne veut absolument pas donner aux spectateurs la possibilité de ne voir en Morlard qu'un méchant classique et surtout d'avoir de l'empathie pour le personnage. Gold a tourné Le Tigre du Ciel et utilise le directeur de la photographie Arthur Ibbotson qui nous avait régalé sur le film Quand les aigles attaquent de Brian J. Hutton ou Le Bounty de Roger Donaldson. Je crois que vous... Ici, il va jouer sur les ombres avec un montage aussi savamment dosé qui alterne les marches de Brunel et de Morlard, voire l'un qui répond aux questions de l'autre par flashback. De beaux moments. Consultier,
un confrère. Si John Morlard peut déclencher des catastrophes, il n'est pas considéré comme les films du genre que les années 70 ont fait par dizaines, mais bien un film fantastique, sous couvert de polar, comme l'époque en donnée entre La Malédiction de Richard Donner, Amityville de Stuart Rosenberg ou L'Exorcisme de William Friedkin. Il n'en reste pas moins qu'il y a 2 scènes qui vont impacter le public et l'enfant que j'étais, vraiment impressionnantes. L'affaissement bien sûr de l'abbaye de Westminster sur le final et surtout le crash d'un jumbo jet contre l'immeuble Centrepoint en plein cœur de Londres sous les yeux de la psychiatre et de Morlard, immeuble bien connu et vide à l'époque et même jamais occupé alors que construit quelques années auparavant, ce qui décida la production à le choisir. Pour ces séquences à effets spéciaux et que l'on n'oublie pas de sitôt, ce sera donc via la firme ITC que Brian Johnson va être engagé ayant travaillé sur de nombreuses séries télévisées pour eux et notamment celle du couple Jerry et Sylvia Anderson, Les Sentinelles de Nerfs et surtout Cosmos 1999 et au cinéma travaillera sur les maquettes de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, rien que ça, ou Quand les dinosaures dominaient le monde de Val West et après cette grande menace sera nommé aux Oscars pour ses maquettes sur le film Alien de Ridley Scott, L'Empire contre-attaque d'Erwin Keschner et va nous donner aussi de belles maquettes sur le Dragon du lac de feu de Matthew Robbins et sera aussi sur Aliens le retour de James Cameron. Pas ce qui se passe. Il est secondé en cela par Martin Bauer, 25 ans seulement, et Johnson va réaliser la scène du crash de l'avion avec une maquette de 3 mètres de long qui ne fut pas construite pour le métrage. Elle sera quand même détruite pour le film, elle, après avoir été repeinte aux couleurs d'une compagnie imaginaire, salie un petit peu pour la rendre réaliste, puis il ne reste plus qu'à tourner la scène. Une scène réalisée au studio Shepperton, puisque le reste avec les acteurs seront souvent dans le studio Pinewood, et la belle maquette sera suspendue à 6 mètres, dirigée bien sûr vers l'immeuble en maquette aussi, et l'avion chargé d'explosifs, comme le bâtiment. Tout le monde se met bien au fond du studio, et hop, on déclenche le tout. Bien sûr, une seule prise est possible, puisqu'une seule maquette est impossible d'empêcher le lancement une fois activé. L'avion va bien sûr dévier sur le côté, sinon c'est pas drôle, et au lieu d'atteindre l'immeuble de face, va atterrir sur le coin, mais comme c'est filmé sous plusieurs angles et avec 4 caméras, l'effet sera formidable et très bien rendu sur le film. Il est évident que si vous le regardez de près ou en HD, les explosifs dans l'aile qui permettent de couper les câbles les soutenant afin qu'elles tombent ne fonctionnèrent pas, ce qui permet de voir une des ailes qui est suspendue au câble alors que l'impact est fini depuis quelque temps. Tout sera bien sûr coupé au montage fort heureusement et restera dans les pensées des gens pour ces quelques secondes à l'écran qui furent un travail de plusieurs semaines. Morlard, jeune, humilié par son professeur, va aussi aller ramasser des feuilles comme punition et fera de cette école un brasier dont le professeur sera une des victimes. Pour la scène de l'abbaye de Westminster sur le final, ce sera la cathédrale de Bristol qui sera utilisée pour les extérieurs. Dans sa copie originale anglaise, le film est d'une durée légèrement plus longue que celle diffusée en France. En effet, durant la catastrophe de Westminster, quelques plans à caractère sanglant ont en effet été coupés. La chose est d'autant plus étonnante que la censure française a toujours eu pour réputation d'être bien moins stricte que l'anglaise. La musique sera composée par Michael G. Lewis, peu connu du grand public, mais très bon technicien, qui va nous donner les musiques de Théâtre de sang ou de Psychose phase 3, voire Sphinx. Et nombre de ces musiques très orchestrales ne sortiront qu'en disque promotionnel, produit par ses soins, et nous donnent une belle atmosphère, extrêmement rythmée ici, inquiétante, une vraie musique de suspense, pour donner aux images de très belles séquences. Le film va sortir en novembre 78 en France, la critique ne sera pas tendre comme d'habitude,
à part sur les revues de genre, reprochant au film un trop sérieux et manquant de second degré. Ils sont inquiets pour les fissures de la façade ouest. Nous verrons ça. Bref, le contraire des films d'aujourd'hui et exactement ce que l'on reproche, le film ne rapportera que 200 000 $ sans connaître le budget initial et 749 000 entrées en France. Ils ne vous ont pas cru. Ils n'arrêteront rien du tout. Tout l'édifice s'écroulera. J'ai trouvé un moyen de faire le sale travail de Dieu à sa place. La Royal Chieftain, ces parasites. John Morlard est donc interprété par Richard Burton et considéré comme étant le double de l'auteur du livre Greenaway, puisque romancier dans le livre et dans le film. Ne suis-je pas l'homme qui a le pouvoir de produire des catastrophes? Il a le don de pouvoir déclencher des catastrophes avec sa seule pensée afin de punir les personnes qui lui font du mal ou juste pour démontrer ses pouvoirs qu'il considère comme étant une malédiction et doit faire avec par contrainte. J'ai envie de sauter dans ces nuls. Mais allez-y, madame, sautez, bon sang! C'est un homme qui déteste le monde dans lequel il vit, n'hésite pas à en détruire des parties dont les angoisses peuvent tuer. Il dit à son médecin « Nous sommes tous des enfants du diable » et donc détruire la mairie de Westminster va de soi, il est l'ennemi de Dieu. Windscale, l'usine atomique. Le final reste en suspense, puisque Morlard se réveille une dernière fois ayant décidé de faire exploser la centrale nucléaire de Windscale, le personnage de Lino Ventura ne pouvant l'arrêter. Un homme qui semble être devenu fou par ce pouvoir digne d'un dieu fou, qui exécutera un nombre important de personnes l'ayant humilié ou contré, comme sa nurse, ses parents, un juge qui le remet à sa place, et bien sûr, sa femme et son amant. L'homme est mort et pourtant ressuscite dans un coma profond et l'hôpital fait tout pour le garder en vie, ce qui causera sûrement la fin d'un pays, voire d'un monde. Je vais faire écrouler l'édifice tout entier sur leurs épaules de lâches. Plus son pouvoir va grandir en vieillissant, plus ses attaques seront à plus grande échelle et ce sera aussi par ses dessins, ses écrits, les livres qu'il collectionne qui nous donnent des explications sur sa personnalité plus que tourmentée et dont le regard fascine, trouble et reste en tête. Je vous ai préparé un verre. C'est une des rares coutumes de la civilisation qu'il faut garder. La culpabilité le ronge grandement, un restant d'humanité en lui, et va se décider à consulter une psychanalyste, le docteur Zonfeld, ayant pour phrase « Je porte le malheur en moi ». Monsieur Morlard trouvait que c'était le monde qui ne pouvait lutter contre lui. Dans son cas, cela a commencé le jour où une nourrice qu'il détestait est morte de la rougeole. Richard Burton sort juste de la suite de l'exorciste L'Hérétique de John Borman et arrive sur le tournage serein, on le sait difficile, mais sa nouvelle femme vient de le sortir de l'alcool. Il ne parlera presque pas à Lino Ventura sur le tournage, hors caméra, plus par timidité qu'autre chose, et ce sera le producteur Arnold Milchan qui va organiser un repas entre les acteurs. Seigneur, vous passez votre temps à sortir les pauvres gens de l'enfer et vous refusez de reconnaître le diable. Ils passeront le reste du tournage à s'échanger des recettes de cuisine, ce qui, quand on connaît Lino Ventura, est un signe d'amitié, gardant ses recettes très secrètes. C'est Gabriel Catan qui double Richard Burton parfaitement. Et contre toute raison, il croyait qu'il avait le pouvoir de détruire un avion, de faire écrouler une cathédrale. Je n'aurais jamais parié voir ça, mais Lino Ventura dans un film fantastique britannique, alors là, j'aurais pas mis un copec là-dessus. Et pourtant, je suis fou de joie de le voir à l'époque en flic tenace qui ne croit pas à cette histoire mais qui petit à petit se laisse convaincre. Ventura avait refusé le rôle qu'endossera François Truffaut dans Le Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, mais va accepter ce film pour se prouver à lui-même qu'il a la capacité de jouer dans un film qui est pour lui un défi. Il est vivant, donc sa conviction aussi. Il a dit qu'il le ferait. Eh bien moi je crois qu'il le fera. Et comment? L'inspecteur Brunel se retrouve dans un pays où les institutions sont mises en doute, ne serait-ce que par sa présence, et le français ne se prive pas de critiquer ses collègues britanniques. C'est ce que vous faites des écrivains en Angleterre? Vous connaissiez bien M. Morlard? Je ne le connaissais pas du tout. Nous n'étions que voisins. Très britannique. Hein. Tourné avec Richard Burton, ce n'est pas rien, même s'ils n'ont que peu d'interactions ensemble, et joue dans un film en anglais, même s'il sera finalement redoublé en VO. Il y aura même un redoublage aussi en français en 2003 pour la version 5.1 française comme celle des Dents de la Mer, où toutes les voix seront changées, dont celle de Ventura remplacée par Pierre Santini, alors que celle de 78 est juste absolument parfaite. Il
Il est indéniable que de par sa présence, le personnage est ultra charismatique. Il a un passé, on le sent, un passif même, ressemblant à celui d'Adieu Poulet dans le film de Granier de Fer. Stylo. Le stylo. Rationnel comme souvent chez l'acteur et flic qui s'obstine dans un premier temps à ne pas vouloir croire jusqu'à ce que les éléments lui prouvent le contraire, impactant ses convictions les plus profondes. Enfin, j'ai vu un homme faire éclater une vitre dans un châssis par la seule concentration de sa volonté. Brunel. Il refusera par contre de voir le film et ne tournera plus dans des films de ce genre. Il a déjà joué par contre en anglais dans Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil qui fut tourné dans 2 versions. Vous savez que les astronautes approchent de la Lune. Dans 2 heures, ils seront sur orbite. Je vous donne ma parole qu'ils ne reviendront pas. Lee Remick a sûrement été choisi suite à son rôle dans La Malédiction de Richard Donner, en mer du sale gosse Damien, et va jouer ici le docteur Zonfeld, psychanalyste. L'enquête policière ne peut avoir lieu sans elle, puisqu'elle est la seule capable de raconter qui est John Morlar et de quoi il est capable, seule à la narration que l'inspecteur Brunel écoute d'une oreille attentive et qui mènera bien sûr à la résolution de l'enquête, dont l'on se doute un petit peu, mais malheureusement au choix de Morlar, toujours vivant, d'une vengeance mondiale. Je croyais encore pouvoir arrêter cela d'une façon quelconque. Il n'y a plus d'espoir. Tout ce que raconte Zonfeld est en flashback et illustre les meurtres que Morlar a exécutés, et l'on peut dire que l'on est servi de ce côté sans obligatoirement recourir à des effets spéciaux, mais bien par une efficacité de réalisation qui nous impacte, meurtres qui pourraient aisément passer pour de simples accidents, ce qui pour l'inspecteur renforce son côté rationnel alors que le surnaturel est pourtant bien présent. Pendant un moment, je suis restée pétrifiée. J'ai senti qu'aussi longtemps qu'il vivrait, il n'y aurait aucune possibilité de l'arrêter. Des flashbacks parfaitement réalisés et le regard magnifique de l'actrice qui ne comprend que trop tard ce que disait Morlar était vrai. C'est Daniel Vogt qui fait sa voix française. Oh, tu es là? Oui, je suis là. Marie-Christine Barrault interprète l'ex-femme de Morlar, Patricia, mais sur un très court flashback. Elle trompe son mari lors d'une scène en trio où le langage fourchu est roi et dont l'altercation avec cette dernière et son amant vont aller trop loin. Sale mufle, c'est toi qui as voulu que nous nous marions. J'avais cru que tu étais une femme. Vous êtes encore plus ignoble qu'elle ne le dit. Patricia le provoquant délibérément en le quittant. Tu n'es capable de produire que quelque chose à ton image. Le plus hideux des monstres. Il est sympathique de voir une deuxième actrice française comme Marie-Christine Barrault dans un rôle sur ce film britannique. Au point où nous en sommes, je ne vois qu'une issue. Acceptez-vous qu'elle s'en aille? Qu'elle s'en aille, dites-vous? Jérémy Brett, notre Sherlock Holmes préféré, joue Edward Parrish dans une toute petite scène avec Marie-Christine Barrault, doublée par le corsaire de mon enfance, Michel Leroyer. Très intéressant, je comprends Patricia maintenant. Vous ne la méritez vraiment pas. Il est l'amant donc de la femme de Morlar, il veut carrément l'épouser, la défend lorsque Morlar l'accuse et vont partir tous les deux en voiture dans leur séquence pour finir dans un accident que l'on ne voit pas. Quelques personnalités influentes veulent son journal. Le commissaire divisionnaire est interprété lui par Harry Andrews, doublé par Jean-Henri Chambois. Il cherche à en savoir plus et de récupérer le journal de Morlar pour des gens influents. Il refuse bien sûr dans un premier temps de croire l'inspecteur. Arrêtez tout, mon seigneur! Arrêtez la cérémonie! Puis il va comprendre qu'il y a un risque et va essayer d'empêcher la reine de venir dans la cathédrale que Morlar veut détruire. Et ses derniers livres étaient les meilleurs. Il traitait de quoi? Le malin. Et enfin, toujours en petit rôle, en tonnelet, nous avons le grand Derek Jacobi qui édite les livres de Morlar et que Brunel va aller voir pour en savoir plus sur l'auteur. Il vaudrait mieux les lire pour en juger. Les gens n'approfondissent pas. Je doute qu'ils aient donné l'idée d'assommer l'auteur. Il figure aussi sur un flashback avec Morlar en lisant un passage d'un de ses livres qui pourrait être compliqué pour son public. Un peu inquiétante. En y réfléchissant, ça ne m'étonne pas qu'on ait voulu essayer de le tuer, mais je ne saurais dire pourquoi. Lors de cet entretien, il va voir l'écrivain sortir de la pièce pour parler avec un inconnu, un clochard vu de loin. Ce n'est pas prendre un risque que de dire que le film La Grande Menace est tellement original que même encore aujourd'hui, il reste impactant par sa narration et une histoire extrêmement bien conçue. La Malédiction
conviction de cet homme, John Morlar, est le thème central du film et le comment un homme seul peut supporter un tel pouvoir dès son enfance sans que cela le rende fou. Un écrivain qui exécute, au sens propre, tous ceux qui sont sur son chemin, qui dérogent à la sacro-sainte pensée du monsieur, qui devient omniscient, persuadé d'être un dieu ou un démon pour le coup, détestant le monde dans lequel il vit, dont ses simples pensées sont toutes puissantes et dont un nombre important de gens en feront les frais, allant à de simples humains à des centaines voire des milliers, son pouvoir grandissant. Il est le mal par sa propre décision, sa seule priorité semblant être l'apocalypse sur Terre. Le film est aussi une critique de la Grande-Bretagne, de sa reine et du gouvernement, de l'Église et la politique via le nucléaire et sa centrale, où les catastrophes sont montrées via de nombreuses coupures de journaux. Inondations, cyclones, tremblements de terre, massacres. Un film fantastique certes, mais bien ancré dans le réel, où l'actualité de l'époque sert de fond de haine pour le personnage de Morlar, et il a de quoi faire, j'imagine même pas ce qu'il ferait à notre époque, et filmé comme un polar, un bon, une enquête menée par un Ventura à son meilleur. L'on ne sait pas qui a tenté de tuer Morlar pendant tout le film, même si l'on s'en doute un petit peu, la scène n'étant pas montrée, et l'arme qui a servi à fracasser le crâne du monstre et le plonge dans le coma est une statuette de Napoléon. Son coma impossible et le fait qu'il ouvre les yeux de temps en temps nous mènera à un final ouvert et un inspecteur Brunel essayant de le tuer avant que l'apocalypse ne soit déclenchée, persuadé cette fois que l'homme est bien responsable de tous ces meurtres. L'idée d'un seul homme comme arme de destruction massive, contrairement aux films comme La Malédiction, où le diable va œuvrer dans l'ombre avec tous les gadgets de notre monde, John Morlar devient instantanément un des meilleurs méchants du cinéma de par sa volonté implacable, mais aussi sa propre remise en question sur la malédiction qu'il utilise. Il est alors facile de constater que l'homme est bien un loup pour l'homme et responsable de sa propre extinction, ici via un seul homme au pouvoir hors du commun. Ce furent les dernières paroles échangées. On a perdu le contact radio. Achille 6. N'oublions pas bien sûr l'écriture, celui du journal de Morlar, de ses livres, et sa dernière note griffonnée à Brunel, arme qui permet par la plume d'avertir et peut-être de sauver. Un film qui commence par un meurtre et travaille une enquête qui monte en tension, de plus en plus impressionnante et fantastique à chaque fois que l'inspecteur en apprend sur l'auteur. Il y a plus d'océans que de terre. Un jour viendra où l'insupportable tristesse de l'humanité va submerger la terre. L'on embrasse ce film sur fond de surnaturel et je n'oublierai jamais la colorimétrie, les ombres, l'interprétation des acteurs à leur meilleur pour tous et des scènes catastrophes qui vont vampiriser mon âme d'enfant. Je ne pouvais mettre qu'un beau 7 poils sur 6 à un film important de ceux dont on parlait à l'école pendant des heures, voire rejouer certaines scènes à la récréation. Un film réussi. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description, mais là c'est pas le cas. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, bref plein de choses, et vous avez aussi le lien en description. Pensez si vous le voulez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait très plaisir, et mettez un pouce pour activer les notifications et vous aurez comme ça l'alarme pour les prochaines vidéos. A bientôt pour du lourd, bye bye. Ne suis-je pas un homme doué du pouvoir de provoquer les catastrophes ?